terme anglais pour les épopées historiques, les surproductions historiques, et notamment les péplums, ou la chute de l'Empire hollywoodien, parce que ce film incarne également quelque part la fin de l'âge d'or d'Hollywood. Le nouvel Hollywood n'était pas encore arrivé, il arrivera quelques années après, en 67 on va dire, hein, c'était le début, avec Bonnie and Clyde, avec Le Lauréat, et ensuite d'autres films. Mais disons qu'il y a eu toute superproduction historique après la chute de l'Empire romain. Je pense par exemple au Docteur Givago, hein, des films comme ça. Mais des péplums, non. C'est terminé. Hein. L'Antiquité ne faisait plus recette. Pourquoi? Parce que ça a été un désastre financier. Pour moi, c'est ça le paradoxe. Hein. C'est peut-être le plus beau péplum et ça a été le dernier. C'est donc l'apogée pour moi de ce genre de film et il en a signé la fin, la chute. C'est ça le grand paradoxe. Il y a d'autres paradoxes aussi. Hein. Ça a été la fin, le chant du cygne, hein, enfin le dernier clou sur le cercueil du péplum. Et pourtant, c'est ce film-là qui a permis de le ressusciter 35 ans après, avec Gladiator, que là, je pense que vous avez tous vu. Entendu parler en tout cas. Hein. Voilà, parce que Gladiator est un remake déguisé, non avoué. Ridley Scott ne l'a pas dit à l'époque, alors qu'il avait vu le film, qu'il l'appréciait énormément. Bon, il apprécie beaucoup les péplums, hein, Ridley Scott. Hein. Il en a fait deux. Oui, il en a fait deux. Oui, Exodus, God and King et bien sûr Gladiator. Et il y a Gladiator 2 qui est en préparation. Il en produit d'autres aussi, des séries, etc. Donc c'est un vrai amateur de péplum. Et notamment ce film-là. D'ailleurs, il y a certains plans, c'est la même histoire hein, que Gladiator, c'est le même contexte historique, c'est les mêmes personnages, c'est pas tout à fait la même intrigue, mais il y a certains plans ou certaines séquences qui sont plus ou moins pompées sur la chute de l'Empire romain. Et, alors pourquoi ne l'a-t-il pas dit à l'époque? Parce que j'ai beau chercher, il ne l'a pas avoué. Depuis, oui, bien sûr, parce on a fait des rapprochements entre les deux films. Et je pense pourquoi, parce que il avait peut-être peur de la comparaison. Parce que la chute de l'Empire romain, s'il est amateur de péplum, il voit bien qu'en fait que ce film est bourré de qualité. Et donc, mais il a fait différemment. Il n'a pas fait Gladiator, c'est pas une copie conforme. C'est-à-dire qu'il sait très bien que le film a causé la perte d'un empire, peut-être pas l'empire hollywoodien, mais l'empire de son producteur Samuel Bronston. Donc, il ne voulait pas récidiver avec ses producteurs qui étaient DreamWorks. Hein, à l'époque de Gladiator. Et surtout que les producteurs n'étaient pas vraiment enchantés. On va dire, ressusciter de Peplum, c'est quoi cette histoire, etc. Donc le public n'en réclame pas. Maintenant, ils veulent des super-héros, ils veulent des films d'action, des blockbusters, etc. Mais avec des personnes, plus personne ne veut voilà, de costumes, de jupettes, d'armures romaines, tout ça, etc. L'histoire romaine, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse plus, en tout cas. C'est passé de mode. Il a insisté, Ridley Scott a insisté, sauf que pour les rassurer, il a dit, OK, bon, je vais pas faire la même chose. Je vais m'inspirer de la chute de l'Empire romain, mais je vais aussi m'inspirer de Spartacus, Gladiator, contrairement à ce qui se passe dans le film. Le héros Maximus, qui est un copier-coller du héros Livius de ce soir, il devient gladiateur. Une fois qu'il est proscrit, une fois il doit s'exiler, il a perdu sa famille, donc il se retrouve en Afrique du Nord, et il devient gladiateur. Euh, donc c'est Gladiator, également inspiré de Spartacus, qui avait très très bien marché. Lui, par contre, hein, le gladiateur qui défie l'Empire, ça c'est quelque chose qui peut plaire. Et aussi, il s'est inspiré aussi de Ben-Hur avec l'histoire de vengeance. Ben-Hur qui s'inspirait, enfin le roman Ben-Hur s'inspirait lui-même du cours de Monte Cristo. Il n'y a pas meilleure en fait histoire qu'une histoire de vengeance, ça accroche le public, voilà. Donc avec tous ces ingrédients, Gladiator a été un succès, bon, mais la chute de l'Empire romain a été un désastre. Euh, et alors il y a un exergue dans le film, il y a une introduction, c'est une voix off qui dit qu'il y a deux grandes énigmes pour l'histoire et pour les historiens qui restent à élucider. C'est les raisons de l'ascension de Rome et de sa chute. Voilà. Donc c'est assez sérieux comme point de départ. Moi, je rajouterais quand même une troisième énigme. Hein, c'est pourquoi le PSG n'arrive toujours pas à gagner la Ligue des Champions. Et ça, c'est personnel. Hein. Pour être sérieux, non, pour être sérieux, il y a une autre énigme, c'est la raison de l'échec du film. Parce que pour moi, à chaque fois que j'ai vu le film, je me dis mais comment ça se fait qu'en fait le public n'a pas adhéré? Peut-être à, peut à cause du ton pessimiste du film.
Il y a des tas de gens, enfin des tas de critiques qui ont avancé certaines raisons. Pour moi, à mon avis, c'est le ton du film. Et vous allez voir dès le départ, dès la séquence générique, avec la musique. La musique, c'est un orgue d'église. Alors pas du tout effectivement antique. Hein. L'orgue d'église est arrivé bien après. C'est totalement anachronique, mais c'était assumé. Et ça donne une tonalité un peu funèbre, un peu comme un requiem. Ça met dans le ton. Et même les premières scènes se passent au crépuscule. Ensuite, c'est la nuit tombée, avec un plan qui ressemble presque à une tragédie grecque, avec 4 personnages en noir, donc uniquement éclairés par des braseros, des flambeaux, et donc avec un oracle aveugle qui dit, après avoir plongé ses mains dans un pigeon, et qui dit donc à Marc Aurèle, l'empereur, les présages ne sont pas bons, les présages sont mauvais, je n'ai pas trouvé le cœur. Peut-être aussi une annonce du destin, du sort posthume du film. Il y a à chaque fois une mise en abîme, mais ça c'est plutôt pour les cinéphiles, entre l'échec du film et la chute de l'Empire romain, la chute de l'Empire hollywoodien, c'est difficile. C'est difficile de s'en sortir. D'ailleurs, il y a un grand fan du film qui est célèbre, c'est un autre fan du film. Il y a Ridley Scott, je vous l'ai dit, mais il y a aussi Martin Scorsese. Martin Scorsese qui en a parlé dans son documentaire Voyage à travers le cinéma américain, 1995. Et pour lui, c'est peut-être l'un des plus beaux péplums, l'un des plus intelligents. Et je me souviens qu'il dit ce film est enfin, la chute de l'Empire romain ou le récit poignant d'un art disparu avec donc, à l'image les funérailles de Marc Aurèle. Alors je ne sais pas si elles sont euh, véridiques, si c'est comme ça que ça se passait. En tout cas, vous n'avez pas vu le film encore? Ah, il faut le voir. Voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous met dans l'ambiance. Je ne sais pas si c'est complètement vrai, historiquement parlant, si c'est comme ça que ça se faisait, mais ça dénote quand même une connaissance de la civilisation romaine et ou en tout cas de son esprit, parce qu'on est vraiment plongé dedans. Il y a un murmure, enfin, on ne sait pas si c'est le hurlement du vent. Ça se passe à la nuit, hein, enfin, c'est au crépuscule, toujours éclairé par des flambeaux. Il y a la neige qui tourbillonne, de la vraie neige, hein, c'est pas de la fausse neige. Hein, le réalisateur Anthony Mann voulait absolument de la neige. Alors il a eu du bol parce que ça aurait été de la neige artificielle. On est en Espagne, hein, il a été tourné en Espagne, donc à côté de Madrid. Donc la neige, même en janvier, parce que ça, ils ont commencé à tourner au mois de janvier 1963, c'était pas évident. Sauf que là, l'hiver 1962-1963 a été le plus rude en Europe qu'on ait vu depuis le début du siècle. Il y a même eu de la neige au Portugal, on n'avait jamais vu ça depuis au moins demi-siècle là-bas. Et donc, du coup, il a eu de la vraie neige. Et la séquence des funérailles de Marc Aurèle, mais pas seulement, il y a d'autres séquences comme ça sous la neige qui tourbillonne, et on entend un murmure. Alors, on ne sait pas si c'est les soldats romains en hommage donc à l'empereur Marc Aurèle, ou si c'est le hurlement du vent. Martin Scorsese, lui, dit que c'est les dieux qui rient. Pourquoi? Parce que à 2 reprises, l'empereur Commode dit à Livius, le héros du film, si tu écoutes très attentivement, tu peux entendre les dieux, tu peux les entendre rire. Donc c'est à ça que fait allusion Scorsese. Alors, je ne sais pas si c'est aussi la mauvaise blague des dieux qui ont fait de ce film, qui est magnifique, un désastre. Un désastre qui se calcule quand même de façon colossale. Pourquoi? Parce il a coûté 20 millions de dollars. Belle somme à l'époque. Hein. Il faut à peu près multiplier par 20 pour savoir ce que ça vaut maintenant. Bon, c'est toujours un peu délicat, bon, mais avec l'inflation, c'est à peu près ça. C'est-à-dire 400 millions de dollars. Je ne suis même pas sûr qu'Avatar 2 ait ce budget-là, peut-être équivalent. Sauf que maintenant, ils peuvent se les permettre parce qu'il y a tout le merchandising qui va avec, les droits de diffusion sur les plateformes, à la télévision, les DVD, les Blu-ray, etc., etc., etc. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, c'était un budget astronomique. Il y avait juste Cléopâtre avant, mais lui, Cléopâtre, de toute façon, c'est le plus gros budget de l'histoire du cinéma. Il ne sera jamais dépassé. Parce que c'est de la folie. Hein. Ça a duré pendant 3 ans de tournage à Rome. Enfin, ils ont commencé à Londres. Sauf qu'en fait, Elizabeth Taylor est tombée malade. Elle a failli mourir d'ailleurs. Donc, du coup, arrêt du tournage alors que les décors étaient déjà construits. Donc, ils ont détruit la météo de toute façon. Donc, on n'est pas, il faisait trop froid. Donc, pour redépeindre Alexandrie et sa météo, donc, c'était pas terrible. Apparemment, ils se sont aperçus un peu tard quand même que, effectivement, à Londres, c'était pas terrible.
c'était pas pour la météo de l'Égypte, il y avait un petit décalage. Donc, du coup, ils sont rapatriés à Cinecittà. Et là, pareil, enfin bon, ça a été une affaire d'ailleurs. Hein, le tournage de Cléopâtre, ça a tenu la presse pendant 3 ans à peu près. Hein. Et les déboires financiers, les histoires d'amour entre Elizabeth Taylor et Richard Burton, qui ont fait un scandale. En plus, c'était à Cinecittà, à Rome, donc le Vatican, juste hein, sous la barbe du Vatican, du pape, parce qu'ils étaient mariés l'un et l'autre, et pas ensemble. donc, donc ça collait pas trop. Donc scandale. Et alors Cléopâtre est sorti, a fait un triomphe, n'est pas rentré dans ses frais parce que c'était tellement colossal, 44 millions de dollars. Je vous ai dit que la chute de l'Empire romain c'était 20 millions, là c'est 44 millions de dollars. Vous imaginez. Et pourtant 20 millions c'était déjà astronomique. Alors 44 effectivement. Donc personne n'atteindra en fait ce genre de gabegie financière. Mais Cléopâtre était un gros succès parce que les stars, parce qu'Elizabeth Taylor, Richard Burton, etc. Plus la publicité, ils n'avaient même pas besoin de faire de promotion, tout le monde en avait parlé pendant 3 ans. Voilà. Mais la chute de l'Empire romain, à mon avis, a pâti de cela. Donc ça a coûté 20 millions de dollars pour être rentable. Enfin, juste équilibrer les comptes, il fallait qu'il en gagne au moins 27. 27 millions de dollars, c'est déjà, il fallait être dans les 5 ou 10 plus gros succès mondiaux de l'année. Pas évident. Sauf qu'il n'en a pas gagné 27, il en a gagné 7. Aïe, aïe. Donc 20 millions de déficit, c'est colossal. Et évidemment, le producteur, il laissera sa peau. Parce que Samuel Brosnan, c'est lui, hein, le producteur, c'était son idée. Samuel Brosnan, c'est pas n'importe qui. Hein. Avant, disons alors, il est né en Moldavie. Moldavie, vous savez, c'est entre la Roumanie et l'Ukraine. Alors sa famille a vécu en fait les pogroms anti-juifs parce qu'il était juif, hein, sa famille. Et donc, et je crois qu'ils sont morts même dans les camps après. Donc il a fui la Moldavie. Il est arrivé en France. Ensuite, il est parti aux États-Unis. Il s'est rapproché de la veuve de Jack London, l'écrivain Jack London, pour faire des adaptations des livres de son mari. Il en a fait au moins une, qui n'a, je sais pas très bien marché. Ensuite, il a fait d'autres films qui étaient un peu moyens. Bon, bref, Hollywood pour lui, c'était quand même en dents de scie. Donc, après quelques échecs, il a décidé, ok, alors je vais faire autre chose. Je vais repartir en Europe et je vais me venger d'Hollywood qui m'a pas donné ma vraie chance. Je vais construire un empire là-bas. C'est des studios pour concurrencer Hollywood sur son propre terrain, c'est-à-dire la superproduction historique. Il a quand même fait 6 films, 6 superproductions. Il a commencé avec John Paul Farrow, le maître des mers, sur un héros de l'indépendance américaine, financé en partie par le fils de Roosevelt, qui était un aviateur et Samuel Brosnan, il savait très très bien vendre ses projets. Le problème, c'est qu'il ne savait pas tenir un budget après. C'est un petit peu embêtant pour un producteur. et donc, mais il savait en fait se faire des amis dans des très hautes sphères. Et donc, je vous ai dit la veuve de Jack London, donc le neveu de Roosevelt. Ensuite, alors, il a été ami avec Rockefeller. Et ensuite, Pierre Dupont-Troy, un héritier qui ne savait pas trop quoi faire de son argent, comment le dépenser, parce qu'il en avait tellement. Hein, c'était bon, de toute façon, il est né avec, hein, c'est un héritier, je crois, Pierre Dupont-Troy, donc le troisième du nom. Ils avaient fait fortune dans le pétrole. Et il s'est associé avec Samuel Brosnan qui en plus lui a dit, toi tu vends du pétrole, moi je veux bien jouer l'intermédiaire, moi j'ai mes entrées dans le régime franquiste, hein, parce qu'à l'époque en Espagne c'était le général Franco. Il avait aussi ses entrées au Vatican, parce qu'il a tourné des documentaires sur les musées du Vatican, tous les trésors du Vatican. Donc il avait un beau carnet d'adresses, hein, Samuel Brosnan. Bon, il manquait toujours de l'argent, parce qu'il était tellement ambitieux que voilà, c'est un pur mégalomane. Hein. Et donc, il a fait John Pofaro. Ensuite, il a fait Le Roi des Rois sur le Christ, hein, qui peut-être qu'on verra un jour au Festival du Péplum. Très bon film, au demeurant, qui s'inspire pas mal de Ben Hur au niveau du contexte politique de la Judée. Et ensuite, il a fait Le Cid. Alors, Le Cid, avec Charlton Heston, avec Sophia Loren, réalisé par Anthony Mann, le réalisateur de La Chute de l'Empire romain. Il a fait aussi Les 55 jours de Pékin, avec Charlton Heston encore, avec Gardner, David Niven, et donc La Chute dans l'Empire romain, qui a été, alors pas le dernier, parce qu'il y en avait un autre qui était déjà en route, qui s'appelle Le plus grand cirque du monde. Vous l'avez peut-être vu avec John Wayne,
Claudia Cardinal et Rita Hayworth. Beau film aussi. Hein. Oui, oui, oui. Donc ça fait quand même 6 films qui sont plutôt des beaux films. Sauf que l'échec de la chute de l'Empire romain, là c'est fini pour lui, il devient tricard. Il ne pourra plus faire de films. Il en fera quand même d'autres, mais des séries B, 7 ans après. Son dernier film, c'est le seul qui soit à peu près notable. On le connaît peut-être parce que c'est un film français. Le plus gros, d'ailleurs, le film français, le film français le plus cher de l'époque. Enfin, à l'époque, hein, il a été dépassé depuis. S'appelle Force Sagan. Ça vous dit quelque chose avec Depardieu, avec non, c'est Alain Corneau. Alain Corneau, oui. Non, je pense que c'est Corneau. Oui, oui, le réalisateur, c'est Alain Corneau. Jean. Avec Sophie Marceau, Catherine Deneuve et Philippe Noiret. Hein. Donc, une belle affiche. Voilà, et donc ça a été le dernier film qu'il ait produit, enfin qu'il ait coproduit. Hein. C'était aussi avec une Française. Et donc toujours au mégalomane, parce que pour Force Sagan, ils ont reconstruit un fort quasiment à l'identique en Mauritanie. C'est bien Corneau. Hein. Donc toujours ces idées de mégalomane, malgré quand même la baffe qui s'était prise, la gigantesque claque qui s'était prise avec la chute de l'Empire romain. Mais malgré tout, il était traqué par ses créanciers, Pierre Dupont III. Alors là, ils n'étaient plus du tout amis. Hein. Il l'a traîné dans les tribunaux. Ça a été une affaire judiciaire qui a duré une dizaine, au moins au bas mot une dizaine d'années. Elle a même une page spéciale dans Wikipédia, hein, ce procès-là, hein, tellement il a défrayé la chronique. En tout cas, on lui a tout pris, sa collection d'art, toutes ses demeures, parce qu'il vivait comme un homme de la Renaissance. Je veux dire, à l'époque, personne ne le connaît, Samuel Bronson, personne ne connaît son nom maintenant, mais à l'époque, tout le monde parlait de lui. Avec sa prodigalité, avec sa mégalomanie, c'est-à-dire que tout le monde, en fait, voulait, toutes les stars, tous les grands financiers voulaient faire quelque chose avec lui, parce que les films qu'il fait étaient tellement extraordinaires, et avec la chute de l'Empire romain, il s'est complètement dépassé. C'est-à-dire qu'il a reconstruit Rome en vrai. Rome, attention, le forum romain, pas tout de Rome, le forum romain, et quasiment à l'identique. Hein. Ça, il faudra. Ah, si, il y a des spécialistes. Enfin, alors, certains disent qu'il y a un arc de triomphe qui n'était pas encore là, parce qu'il est arrivé 10 ans plus tard. Bon, effectivement, ça, c'est quand même mais sinon, pour le reste, au niveau de l'échelle, c'était. Les chiffres, c'est quoi la surface, déjà, c'est incroyable. Parce qu'il faut savoir que la Rome la Rome de Cléopâtre, la Rome de Bénur, même si Bénur ne se passe pas uniquement à Rome, hein, elle se passe avant tout à Jérusalem, la Rome de Covadis ou la Rome de Spartacus, c'est des peintures sur verre, c'est des toiles peintes, ou alors c'est juste des façades en stuc, en carton-pâte, mais derrière il n'y a rien, parfois en vraie pierre, mais derrière c'est que du vide, c'est juste donc une façade. Là non, c'est pas du vide, ils sont en 3D et en matériaux véritables. Sur une surface qui fait, alors, est-ce que je vais réussir à le trouver, 437 mètres de long sur 251 mètres de large. C'est à peu près 16 terrains de foot, pour vous donner une idée. Vous imaginez 16 terrains de foot, vous voyez un terrain de foot multiplié par 4 dans la largeur, multiplié par 4 dans la longueur, et c'est ça qu'il a construit, donc en dur, en vrai, en 3D. Donc vous imaginez le fric fou que ça a coûté. Mais voilà, budget illimité. Je veux faire le plus grand décor qui est de l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, il détient toujours ce record à ce jour. Hein. Et je pense qu'il ne sera jamais battu. Parce que maintenant, c'est les CGI, c'est numérique. Donc, vous avez vu donc Gladiator, le Colisée, c'est. Non. Hein, peut-être un étage, mais après, c'est que du numérique. Là, tout est vrai. Tout est vrai. Donc, ce que vous allez voir ce soir, eh bien, vous allez. Pouvoir pénétrer dans Rome, la vraie Rome, oui, presque, à 2 détails près peut-être, mais la vraie. Et là, sur grand écran en plus. Hein. Parce que c'est vrai, bon, vous avez tous visité, j'imagine comme moi, Rome et son forum. Bon, parfois, on est un peu frustré. Hein, on voit des colonnes sectionnées. Donc là, il faut imaginer un temple. Là où il y a un éboulis rocheux, bon, bah, c'est un vaste escalier, etc. Des péristyles. Enfin, c'était. Là, tout est. Là, on y croit complètement. On y est. On y est. Et il y a aussi une forteresse à la frontière, la Limenz, la frontière du Danube. Ça se passe a priori à Vienne, pour une Vienne très différente de celle qu'on connaît maintenant, évidemment, avec une forteresse en pierre qui est aussi incroyable. Donc il n'a pas fait que reconstituer le forum romain, il a aussi reconstitué une place forte sur la frontière du Danube.
Donc voilà. Ce que voulait faire Samuel Brodston, c'est le plus grand film de l'histoire du monde. Il avait des toutes petites ambitions, hein, vous voyez. Et il voulait faire plus fort que Ben-Hur. Ce qui n'est pas évident quand même. Hein. Mais il avait Ben-Hur, enfin, il avait bien aimé Ben-Hur, il avait surtout aimé son box-office, hein, parce que Ben-Hur est, je crois qu'il fait partie des 10 ou des 15 enfin, plus gros succès au box-office de tous les temps. Donc il aurait aimé faire pareil. Donc, et la genèse du film, alors c'est quand même pas lui, c'est Anthony Mann, le réalisateur, qui était à Londres et il attendait son taxi qui ne venait pas. Donc il a flâné un peu dans le quartier de Piccadilly et il est tombé sur une librairie, une devanture, je crois d'ailleurs que c'est l'une des plus anciennes librairies du monde. Son regard s'arrête sur un bouquin c'est une version abrégée d'un livre de Edward Gibbon, je ne sais pas comment Gibbon, je pense, hein, c'est un Anglais qui a écrit l'histoire de la décadence ou du déclin et de la chute de l'Empire romain. C'est un ouvrage monumental hein, qui était le livre de chevet de Winston Churchill. Et donc, du coup, bah, il l'achète. Et son taxi arrive, qui l'emmène à sa chambre d'hôtel. Il le lit pendant toute la nuit. Et là, il téléphone à Samuel Bronston. J'ai une idée. Hein, parce qu'après le succès du Cid, Samuel Bronston dit bon, on va faire une autre superproduction, hein, parce que le Cid a très bien marché. Donc voilà, dès que tu as une idée en tête, tu me la soumets. Et donc Samuel Bronston dit ok, moi ça me va, tu prends l'avion et tu prends l'avion pour Madrid dès le lendemain. Donc voilà, Anthony Mann dans un avion pour Madrid. Et donc qui discute de voilà, moi j'aimerais bien faire un film inspiré de cette histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Samuel Bronston dit ok, bon coup, allez on y va, budget limité, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu as besoin d'une arène en plus du forum, eh ben, c'est bon, je te la construis. Bon, il n'a pas voulu l'arène, hein, mais par contre le forum, il l'a eu et il a eu tout ce qu'il voulait. Et et donc alors il voulait bien sûr, il fallait un casting. Il voulait Charlton Heston et Sophia Loren, comme pour le Cid. Alors Sophia Loren, ok, pas de problème, elle est d'accord. Et surtout en fait qu'on lui a donné un cachet de 1 million de dollars. C'est la deuxième actrice à avoir touché ça dans l'histoire du cinéma. La première étant Elizabeth Taylor, qui venait de faire Cléopâtre. Et c'est pour Cléopâtre qu'elle a obtenu ce cachet. Bon, il faut dire, le tournage s'est étalé sur 3 ans, elle le méritait bien. Et franchement, elle est magistrale dans le film. Est-ce que Sophia Loren méritait son cachet d'1 million de dollars? Ah, ça, je suis moins sûr. Hein, mais bon, à vous de juger ce soir. Donc, pour Sophia Loren, c'est bon. Alors, reste la question de Charlton Heston. Alors, Charlton Heston, il demande le scénario. Il lit le scénario, et donc le lendemain, il fait un peu la grimace, et dit ouais, mais non, moi ça me dérange. Le scénario me fait un peu trop penser à Ben-Hur, et puis j'ai pas envie en fait d'être catalogué dans ce genre de rôle en fait. Il a bien raison, hein, parce que il a fait La Planète des Singes qu'on a vu hier et d'autres films. Donc il voulait pas jouer le centurion toute sa vie ou un patriarche biblique, etc. Enfin, il voulait pas être condamné à l'Antiquité, quoi. Du coup, il y a une autre chose aussi qu'il ne voulait pas, c'est de retourner avec Sophia Loren. Parce qu'il n'avait pas du tout aimé les caprices de star de Sophia Loren. Charlton Heston est un professionnel. Il est debout aux aurores, sobre, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs, surtout américains. Et il est carré, c'est-à-dire qu'il travaille son rôle, il connaît son texte, il pose des questions. Sophia Loren, elle, c'était plutôt suis-je belle? Voilà, je veux mon meilleur profil, je veux être maquillé, je veux être bien coiffé, je veux avoir des superbes parures, etc. Et ça a excédé Charlton Heston à un tel point qu'il ne voulait plus trop tourner avec elle. Voilà. Et il paraît qu'en plus, elle avait le même salaire que lui sur le site, et ça l'a... Parce qu'il a quand même beaucoup plus de temps, quand même, on le voit beaucoup plus que Sophia Loren. Et comme elle bossait en plus beaucoup moins que lui, ça a dû l'énerver. Donc, refus de Charlton Heston. Ah, zut. Mais quand même, Charlton Heston, c'était le star power de l'époque. C'était même la vedette, on va dire, numéro 1 de l'époque. Après Ben-Hur, après les 10 commandements, on ne pouvait plus rien lui refuser. Du coup, parce que les décors étaient déjà à moitié construits, les décors du Forum romain.
Et oui, Samuel Broston, lui, bah oui, il faut des ouvriers pendant plusieurs mois pour construire un forum romain grandeur nature. Ça se fait pas, Rome ne s'est pas fait en un jour, hein, comme on dit. Donc, ils avaient déjà construit les décors, sauf que, comme refus de Charlton Heston de jouer la chute de l'Empire romain, on lui donne un autre scénario, celui des 55 jours de Pékin. Et là, il dit, OK, cela, moi, je veux bien faire les 55 jours de Pékin. Qu'est-ce que fait Samuel Broston? Il détruit les décors du forum romain, qui était à moitié construit, pas tout, mais quand même la moitié. Il les détruit pour les remplacer par la cité interdite. Cet homme est incroyable. Il le payera cher, hein, mais bon. Mais merci à lui quand même d'avoir dépensé sans compter, parce que ça fait quand même des super films qui restent dans l'histoire du cinéma. Et, et donc, il détruit Rome, et donc il le remplace par donc Pékin, le Pékin de 1905, je crois. Et donc le film Les 55 jours de Pékin bon, se fait, hein, se tourne. D'ailleurs, Charlton Heston n'en aura pas un grand souvenir non plus, parce qu'il avait Ava Gardner cette fois-ci pour partenaire, et là c'était pire. Hein. C'était pire que Sophia Loren, c'est-à-dire que c'est les mêmes caprices, mais en plus elle est alcoolique. Et elle s'embrouillait avec tout le monde sur le plateau. Donc, et voilà, c'est comme ça. Donc les 55 jours de Pékin sort, c'est un demi-succès, hein, malgré Charlton Heston, malgré que le film est excellent. Enfin, je crois, je ne l'ai pas vu souvent, mais la fois où je l'ai vu, moi j'étais impressionné. C'était partie des programmations classiques de Noël à la télé, donc je l'avais vu et franchement, j'ai trouvé ça génial. Bon, bref, mais demi-succès, bizarrement, demi-échec, c'est souvent parce qu'il avait coûté très cher. Peu importe, Samuel Broston, allez, on refait le forum. Donc, bien sûr, toujours pareil, grandeur nature, etc. etc. Et donc, il décide ensuite de tourner. Alors, il faut un remplaçant à Charlton Heston. Qui est trouvé? Toujours Samuel Broston avait en tête Ben-Hur. Dans Ben-Hur, il y a qui à part Charlton Heston? Il y a Messala. Messala, Stephen Boyd, qui a marqué tous ceux qui ont vu le film, hein, parce que d'ailleurs, après, tout le monde le réclamait, Stephen Boyd, mais dans des rôles de vedette, de leading man, comme on dit aux États-Unis, à son corps défendant d'ailleurs, hein, parce que lui, il préférait jouer les méchants. Hein, les rôles un peu ambivalents, parce qu'il a plus d'os à ronger avec un rôle comme Messala que dans le rôle que vous verrez ce soir. Où là, c'est le héros un peu rigide, un peu fier, toujours un peu guindé, un peu falot. On peut comprendre d'ailleurs a posteriori que Charlton Heston ait refusé ce rôle, parce que le rôle aussi est un peu problématique, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez héroïque. Charlton Heston, on l'a vu hier, hein, même s'il se fait humilier pour une bonne partie du film, à la fin il redevient Charlton Heston, hein, une fois qu'il se rase, mais une fois déjà, dès qu'il a un fusil entre les bras, ça y est, hein, c'est l'Américain arrogant, conquérant, hein, comme il le disait au début du film. Hein, il y a une phrase dont je me souviens encore, vous avez vu le film, non, hier soir, une bonne partie, hein, hein, où ils sont encore les trois spationautes, ils arrivent donc sur ce qui ne sait pas encore être la Terre, et ils voient donc les humains là, qui ne savent pas parler, etc. Et la réflexion de Charlton Heston, tu t'en souviens Laurent, et vous en souvenez, hein, bon, s'ils ne sont pas plus agressifs que ça, en deux autres mouvements, on va devenir les maîtres de cette planète, l'Américain, quoi, en moins de 6 mois, voilà. Voilà, donc voilà, Charlton Heston n'aurait pas pu accepter un rôle comme ça. Ou en tout cas, s'il l'avait accepté, il l'aurait changé, il aurait demandé des modifications au scénario. Parce qu'effectivement, c'est un personnage. Alors, on a attribué à Stephen Boyd les raisons de l'échec du film. Je trouve que c'est très sévère. En tout cas, ça a ruiné sa carrière. Hein. Pas seulement celle du producteur, mais aussi il y a eu des cadavres après, hein, quand même. Après la chute de l'Empire romain, Stephen Boyd est devenu aussi tricard. Il a fait quelques films après, mais en tant que vedette, c'était terminé pour lui. Bon, à la limite, il a fait des films de méchants. Enfin, il a fait des rôles de méchants dans d'autres films, des séries B. Donc, ils ne sont pas très connus, quoi. Ensuite, il est devenu alcoolique en plus, il était dans la scientologie, etc. Enfin bon, il a materné, il a terminé à 45 ans, enfin il est mort à 45 ans sur un parcours de golf, parce qu'il adorait le golf, c'était son passe-temps favori. Voilà, donc voilà, triste fin pour Stephen Boyd, irlandais. Sacrée histoire d'ailleurs, sacrée biographie. Hein. Il est né en Irlande du Nord, à Belfast, dans une famille très pauvre, il avait 8 frères et sœurs. Pour s'en sortir, il faisait tous les boulots, donc il n'a pas été trop à l'école pour aider la famille. Et je ne sais plus ce qu'il faisait dans un théâtre. Je ne sais pas, comme ça. Enfin, il faisait divers petits travaux pour aider, pour gagner un peu d'argent. Et puis finalement, il s'est pris passion pour le théâtre. Il a commencé le théâtre dans des troupes ambulantes. Ensuite, il a été au Canada. Au Canada, sa troupe de théâtre ambulante a périclité. Il est devenu bûcheron au Canada. Il avait un peu de 20 ans hein, quand même. Hein.
bûcheron Canada, à l'époque, bon voilà, il faut y aller quand même, dans le Grand Nord canadien. Voilà, donc, et ensuite, il est revenu au théâtre, et puis la chance de la souris, il faisait la Manche. Qu'est-ce qu'il faisait? Je crois qu'il faisait de la guitare, il faisait des chants, il faisait des petites scénettes comme ça dramatiques devant les cinémas. Il faisait la Manche, hein, c'est un clochard. Et il a attiré l'œil d'un acteur très connu à l'époque, Michael Redgrave, Sir Michael Redgrave, un des concurrents, un des rivaux de Laurence Olivier, un acteur shakespearien et qui était attiré par ce qu'il faisait. Et il a dit, bah, écoute, moi je veux bien te donner une chance. Et il lui a donné une chance. Et puis après, de petit rôle en petit rôle, il a commencé au théâtre. Et puis ensuite, il a fait un film dans le rôle d'un méchant, un méchant espion pro-nazi, enfin irlandais mais pro-nazi, etc. Et il a explosé dans ce rôle-là, tout le monde l'a remarqué. Ensuite, il a fait Un tramway nommé Désir au théâtre, dans le rôle de Brando, Stanley Kowalski, Un tramway nommé Désir. Et puis ensuite, finalement, c'est devenu la Coluche, la coqueluche de Hollywood après son Messala, quoi. Tout le monde se l'arrachait. Sauf que Messala, c'était pas vraiment lui. On lui avait teint les cheveux en brun, alors qu'il est plutôt châtain. Alors là, ce soir, on l'a teint en blond. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une bizarrerie. Parce qu'en blond, à mon avis, c'est pour le démarquer de Commode. Parce que comme Messala était brun pour se démarquer de Charlton Heston, qui était châtain clair, et on lui a mis des lentilles prunes aux yeux, qui lui ont d'ailleurs fait un mal de chien. Après Beignot, il a mis 6 mois sans mettre, hein, tellement il avait mal à l'accorder à force de porter ses lentilles. Sauf que là, c'est ses vrais yeux. Hein, il a les yeux bleus naturels. Donc ça ne collait pas avec les yeux bleus de Charlton Heston Bénur. Donc voilà. C'était bon, voilà, parfois c'est simple, hein, cheveux blancs pour Bénur, cheveux noirs, pardon, pour Messala et cheveux blancs pour la course de char pour Bénur. Et là, il y a une course de char aussi ce soir. Et là, pareil, hein, cheveux noirs pour Commode et cheveux blancs pour Livius, Stephen Boyd. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il a une allure folle. Il a été pris parce que dès qu'il revêt un costume, Stephen Boyd, ça le fait, quoi. Il a une allure folle. D'ailleurs, il y a un chroniqueur de l'époque qui disait que l'armure et le casque romain faisaient pour Stephen Boyd ce qu'une robe moulante faisait à Marilyn Monroe. Et c'est pas faux, effectivement, c'est pas faux. Vous allez voir ce soir. Par contre, c'est quand il enlève en fait son casque avec ses cheveux blonds. Bon, là, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il faudrait que je le revoie. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le côté un peu terne, un peu falot. Moi, je pas ceux qui l'ont déjà vu. Moi, je pense pas qu'il soit si terne, si falot que ça. C'est le rôle. C'est le rôle le rôle est problématique quelque part parce que c'est quelqu'un qui renonce. Alors, je ne vais pas vous spoiler, mais il renonce beaucoup de fois dans le film. Ça, Charlton Heston n'aurait pas pu. C'est pas possible. mais c'était le rôle qui voulait ça. On parle là d'un déclin, on parle d'une chute, on parle donc d'un pourrissement, d'une perte, et donc forcément, le rôle de Stephen Boyd est à l'unisson, et même sa romance avec Sophia Loren, elle est contrariée, et donc elle est triste. Donc ça dégage un parfum. C'est ça, à mon avis, la raison de l'échec du film. C'est-à-dire que on sort de là, on n'est pas en fait, on se sent pas, on va dire léger, quoi. On a assisté effectivement à la décomposition de quelque chose. Et jusqu'au bout de l'histoire, même si c'est pas la chute de l'Empire romain qu'on a vu. Hein, j'imagine que Pauline t'en a peut-être parlé, hein, mais bon, là c'est juste le début de la chute. D'ailleurs, l'épilogue du film en parle. Hein. C'est là le commencement de la fin. Une civilisation n'est jamais conquise de l'extérieur tant qu'elle ne s'est pas elle-même détruite de l'intérieur. C'est la phrase en est l'épilogue du film qui a été repris d'ailleurs par Apocalypto, Mel Gibson. C'est la phrase qui est au début du film. Voilà, une phrase qui fait réfléchir. Et donc, c'est vrai que le spectateur qui a vu le film à l'époque, qui s'attendait peut-être à voir une chute, en fait non, c'est pas le début. Ah, ils vont fort hein, quand même. Hein. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ouais, voilà, il n'a pas une chute, mais le début de la chute, il s'est peut-être imaginé dans sa tête voir un cataclysme, voir en fait des hordes barbares qui assaillent Rome, qui piquent, qui violent, etc., des incendies, des bâtiments qui s'effondrent. Et en fait, au bout du film, il a une réflexion historique
et philosophique sur la fin des civilisations, parce il y a un sous-texte politique et philosophique très sérieux dans ce film-là. C'est du grand spectacle, hein, rassurez-vous, mais c'est un grand spectacle qui fait réfléchir. Il n'y a pas que des pains et des jeux, là. Hein. Il y a des scènes spectaculaires, je vous ai dit, il y a une course de chars. Alors, sur le cahier des chars, ça c'était une idée de Samuel Bronson, le producteur. Il voulait sa course de chars pour faire mieux que Ben-Hur. Sauf que Anthony Neyman a dit, je ne vais pas faire mieux que Ben-Hur, hein, c'est pas possible, de toute façon je ne veux pas d'arène. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire, on va la tourner en décor réel, ce qui a été fait. Donc ça se passe en Germanie et dans un décor de falaises boisées avec des pins, etc. C'est des ravins. Et ça a été réellement tourné là. Stephen Boyd conduisait son propre char. Alors, il avait quand même une doublure. Christopher Plummer qui joue Commode, il a dû essayer, mais il a arrêté vite fait, donc c'est une doublure aussi qu'il a fait. Mais ils ont pris des risques insensés. Vous allez le voir, mais c'est spectaculaire dans le film. Donc certains ont dit qu'il avait fait aussi fort, que c'est aussi énorme que la course de char de Ben-Hur. Elle est différente. Elle est différente, mais vous verrez quoi. Vous verrez parce que c'est en décor réel et donc là il n'y a pas de limite quoi. Ils peuvent chuter à tout moment. Encore la chute, l'idée de la chute, enfin tout est lié hein, dans ce film. La mise en scène est remarquable. C'est-à-dire qu'il faut voir les panoramiques, que ce soit les panoramiques verticaux, les panoramiques horizontaux, les travelling, les mouvements à la grue. C'est certains des plus beaux de l'histoire du cinéma. Vraiment, enfin, c'est mon avis. Hein. Mais allez voir le film parce que, surtout dans ce cadre-là, je ne pense pas qu'il vous décevra. Parce qu'il y a aussi les batailles. Donc la première bataille se passe là aussi en Germanie, toujours en pleine forêt, avec l'avancée des légions dirigées par Commode, qui pénètrent dans une forêt mais épaisse, donc avec la menace des barbares, mais c'est magistralement filmé, parce que la séquence s'étire en longueur. Alors justement, pour les jeunes qui sont habitués au montage stroboscopique actuel, mais tant mieux en fait que ce soit filmé comme ça, parce que on rentre vraiment, on sent le froid, parce qu'il fait froid, ça a été tourné en hiver, comme je vous l'ai dit, sous la neige. On sent en fait on sent le vent aussi, on sent tout, et on sent surtout la crispation des légionnaires qui ne savent pas d'où le danger va venir. Et t'as Livius, t'as Commode en fait qui est dans la forêt, et t'as Livius qui essaie de surplomber tout ça et qui n'y arrive pas. C'est-à-dire que là, la nature, elle est pas domestiquée, elle est sauvage, et elle réserve 1000 dangers, donc le froid, la pluie, la neige, donc la nature. Et donc après, il y a les funérailles, tout se passe. La première partie se passe en Germanie, c'est-à-dire dans les forêts. Donc c'est traité dans des teintes sombres et bleutées pendant toute la première partie du film. Et tout d'un coup, Commode est empereur. Et là, on arrive à Rome. Et là, c'est un panoramique vertical, descendant, du ciel bleu. Alors qu'avant, on était donc en Germanie, où là, c'était la neige, c'était la fumée noire des funérailles de Marc Aurèle. Et là, tout d'un coup, on arrive sur le forum. Là, la nature complètement domestiquée. Et il y a un contraste absolument incroyable, mais qui est voulu. Hein. C'est-à-dire que tout a été pensé dans ce film-là. S'il avait voulu juste faire un succès commercial, il aurait commencé par des plans sur le forum. Il était tellement extraordinaire. Et avec ça, effectivement, il commence par ça, avec des scènes là-dedans. Non, il commence par des scènes quasiment funèbre, lugubre, je vous ai dit, très crépuscule, la nuit noire, ensuite des funérailles. Donc tout ça n'est pas gai. Une histoire d'amour contrariée entre Livius et Lucilla, que joue Sophia Loren. Donc, et ensuite, donc la deuxième partie est complètement différente. Et là, il y a une extraordinaire composition de Christopher Plummer, qui joue Commode, le tyran. Enfin, le tyran, au départ, c'est pas le tyran que joue Joaquin Phoenix dans Gladiator, hein, où là, c'est vraiment le mal absolu, le pervers, etc. Non, là, c'est un être humain, Christopher Plummer. D'ailleurs, ils sont amis. Livius et Commode sont les meilleurs amis du monde. Un peu, bon, là aussi, on prend un Ben-Hur, hein, comme entre Ben-Hur et Messala, ils étaient les meilleurs amis. D'ailleurs, ils échangent alors là, c'est pas un calice de vin, mais c'est une outre carrément de vin. C'est-à-dire qu'ils font un concours de boissons à celui qui sera ivre le plus tôt ou
Voilà. Ils sont amis, mais sauf qu'ils vont se déchirer, un peu comme dans Ben-Hur. Et donc, Commode, et ensuite, c'est une fois qu'il devient empereur, où là, ça se, ça se gâte. C'est-à-dire qu'on voit la folie qui pénètre peu à peu, et la soif de pouvoir, la soif d'absolu qui s'infiltre dans son cerveau, et qui a aussi, c'est ça aussi l'intelligence du scénario, qui a des raisons. Hein, c'est qu'on sait pourquoi il a été rejeté par son père. Enfin, vous verrez ça, je ne veux pas vous spoiler le film. Mais il y a des raisons psychologiques. Hein. Mais si vous avez vu Gladiator, vous connaissez la même histoire, mais c'est traité un peu différemment. Alors, historiquement, bien sûr, tout ça n'est pas vrai, en fait. Hein. Marc Aurèle n'est pas mort comme ça. Hein. Je crois qu'il est mort de la peste. Hein, Ah, il n'est pas mort de la peste. Eh ben voilà. Bon, je me suis lancé, j'aurais pas dû. Il est mort de quoi? Hein? Oui, mais d'ailleurs, Commode était son co-empereur aussi. Oui, il était déjà co-empereur, Commode. Donc, c'est pas du tout ce que raconte le film, évidemment. Mais c'est cinématographique. Il fallait le scénario, il fallait que ce soit efficace. Et la vraie, on fait pas un documentaire et on fait pas de l'argent avec un documentaire. Hein, ça n'attire pas les gens dans les salles. Hein. Et donc oui, voilà, Marc Aurèle n'est pas mort comme ça. Donc en tout cas, il est mort de mort naturelle, mais sans doute pas assassiné. Commode n'est pas mort comme ça non plus. Hein, on est d'accord. Il a été, je crois, il est mort je crois qu'il était ivre, et il a été assassiné, étranglé par son maître d'armes, je crois. Mais on l'avait déjà empoisonné hein, auparavant. Ça que, et en plus, il était ivre, donc il a failli quand même s'y remettre. Hein. C'était une vraie bête. Hein. De toute façon, il était un gladiateur. Hein. C'est ça qu'on lui reprochait aussi. Hein. C'est qu'il était excessif en tout, hein, excès dans la violence, donc il adorait les combats de gladiateurs, donc ça pour ça le film a historiquement raison. Il adorait les orgies, hein, il adorait la boisson, il adorait tout ce qui était excès, donc c'est pour ça que le Sénat romain l'a détesté, et lui a fait d'ailleurs une damnation mémorae, parce que ça, comme tu l'as dit, hein, Pauline, c'est pas du tout l'esprit romain, c'est-à-dire qu'il refusait les excès. En tout cas officiellement. Hein. Au niveau de la façade, c'était très mal vu. Et Commode, alors lui, il remplissait toutes les cases. Donc voilà, Exit Comore. Et Damnation Mémorae, qui n'a pas duré très longtemps parce que je crois que Septime Sévère, quelques années après, l'a réhabilité. Réhabilité Commode. Hein? Oui, c'est ça, oui. Sous le règne de Septime Sévère. Mais quelque part, là où le film a raison, c'est qu'après après Commode, il y a eu un moment, effectivement, de chaos complet pour l'Empire romain. Voilà, donc mais de toute façon, c'est documenté. Hein, ce film, même s'il n'est pas historiquement exact, reflète quand même la façon dont. Enfin, la pensée des Romains, même des spécialistes. Hein, c'est-à-dire que certains disent que c'est le péplum de l'intello, mais il y a aussi plein de professeurs d'histoire ou de latin qui adorent ce film, même s'ils savent qu'il y a des petites. Oui, voilà. Mais bon, ils sont pas bêtes, hein, ils s'attendent pas à un documentaire. Mais ils trouvent là-dedans matière à réflexion, ce que ne propose pas beaucoup de péplums quand même. Quoique, hein, on serait. Les péplums des années 60 étaient. Même Ben-Hur propose des réflexions, Cléopâtre aussi, Spartacus évidemment. Il y a pas mal de films comme ça qui. Mais la chute de l'Empire romain, c'est peut-être celui qui a poussé le bouchon le plus loin, et peut-être un peu trop loin. Il a mis la barre un peu trop aussi. Voilà. Et donc ça a signé, hélas, la fin effectivement du péplum. Il y en a quelques-uns qui sont, il y en a deux en fait qui sont sortis après, mais ils étaient déjà en route. Parce que s'ils n'avaient pas été en route, de toute façon, ils auraient été arrêtés. Donc on peut vraiment dire que c'est le chant du cygne du péplum. Il y a la plus grande histoire jamais contée. C'est un film sur le Christ, mais qui, pareil, d'ailleurs, on l'a surnommé le plus grand tournage jamais compté, parce que ça a duré 3-4 ans, je crois même 5 ans avant qu'il sorte. Ouais, ouais. Tourné entièrement aux États-Unis. Donc la Judée, c'était entièrement aux États-Unis. Qui a été plutôt un succès d'ailleurs, mais qui a coûté tellement cher, 20 millions de dollars aussi. Pareil que la chute de l'Empire romain, il a juste équilibré les comptes. Il a même été déficitaire parce qu'il faut quand même gagner un peu plus pour rentabiliser les frais de diffusion, les frais de copie, les frais de promotion, publicité, tout ça. Donc il faut toujours gagner un peu plus que son budget. Et ensuite, il y a eu la Bible de John Huston. Ouais, le catastrophe. Le film. Ouais, ouais, moi j'aime pas trop ce film, et pourtant il a été numéro 1 au box-office, bizarrement, la Bible.
Et donc ça, c'était en 66. Mais voilà, il y a eu Cléopâtre, l'affaire Cléopâtre, qui a failli couler la Fox. Il y a eu donc la chute de l'Empire romain. Le patron de la Paramount, qui était le distributeur, c'est-à-dire que c'est Samuel Bronston, donc, qui avait fait, qui était produisait intégralement le film, sauf qu'à la fin, il manquait d'argent, et donc il a demandé à la Paramount, la célèbre Paramount, un des plus grands studios d'Hollywood, de distribuer le film. Et ben, l'échec a été tellement total que le patron, le boss, le numéro 1 de la Paramount, a été obligé de démissionner. Donc voilà. Donc il ne voulait plus entendre parler de Peplum. Et voilà. Et pendant ça a duré quelques décennies. Hélas, hélas. Dans la distribution, bah, là on peut dire quand même que c'est la fine fleur hein, de. Moi j'appelle ça la brigade Shakespeare, hein, parce qu'il y a tous les plus grands acteurs shakespeariens de l'époque hein, qui sont là. Il y a Alec Guinness. Alec Guinness, non, ça vous dit rien? Hein? Obi-Wan Kenobi. Eh oui, Obi-Wan Kenobi. Mais c'est bien parce que je suis sûr que George Lucas, alors j'en ai pas la certitude, hein, parce que je ne l'ai pas rencontré, il faudra que je lui pose la question si je n'ai pas encore. Mais il est fan de Peplum aussi, George Lucas. Hein. Vous n'imaginez pas le nombre de grands réalisateurs américains qui sont fans de Peplum. Hein. Il n'y a pas que Scorsese et Ridley Scott, Steven Spielberg aussi. Euh, Bien sûr, l'attaque des clones, oui, tout à fait. Oui, exactement, le numéro 1 de la série. Mais Obi-Wan Kenobi, donc George Lucas, je suis persuadé que c'est après avoir vu Alec Guinness dans La chute de l'Empire romain qu'il a choisi pour être Obi-Wan Kenobi, parce que les deux personnages sont assez proches. Hein. Ils sont sages, nobles. D'ailleurs, même les habits, ils se ressemblent. Et alors, il paraît qu'Alec Guinness, en fait, ne comprenait pas grand-chose à ce qui tournait pendant le tournage de Star Wars. C'est quoi cette histoire intergalactique? Là, je comprends rien du tout. Et George Lucas aurait dû lui expliquer, bah, en fait, toi, t'es Mark Aurel, Stephen Boyd, bah, c'est Luke Skywalker, le bon chevalier Jedi. Et bien sûr, Anakin Skywalker, Dark Vador, c'est commode. Voilà, peut-être que. Mais c'est plus ou moins la même histoire. C'est pas juste, en fait, là, effectivement, je force un peu, mais c'est plus ou moins la même histoire. C'est-à-dire que c'est la lutte entre une république, ce qui reste d'une ancienne république, c'est-à-dire le Sénat, et un empire dictatorial. C'est cette histoire-là, en fait, que nous raconte le film. Et d'ailleurs, l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain d'Édouard Gibbon, qui a servi d'inspiration au film, a servi d'inspiration aussi à un cycle de science-fiction qui s'appelle Fondation, de Isaac Asimov, qui a été une inspiration directe de George Lucas et son équipe pour Star Wars, pour la guerre des étoiles. Donc voilà, tout est lié. Tout est lié. Et Fondation, d'ailleurs, est le livre de chevet de Elon Musk. Oui, tout à fait. Elon Musk qui va faire un combat de gladiateurs avec exactement. Oui, oui. Et ils veulent faire où? À Rome, au Colisée. Alors apparemment, il a même contacté Elon Musk, a contacté Giorgia Meloni pour avoir accès au Colisée pour que ça se fasse là-bas. Un peu comme dans le film avec Bruce Lee là. Elle a dit non. Oui, elle a dit non. Alors maintenant, aux dernières nouvelles, Elon Musk chercherait à le faire à Cinecittà, mais dans des décors romains, de la Rome antique. Donc vous voyez, c'est une boucle. Donc je vais finir là-dessus. Merci de votre écoute. Au revoir. Merci à vous. Oui, je voulais savoir si les décors du forum existent toujours ou s'ils ont été détruits. Oui, très bonne question. Hélas, non. Hélas, non, sinon ce serait une attraction touristique majeure. Hein, moi, le premier, en tout cas. Hein. Moi, je prends l'avion direct, hein, quel que soit le prix. Hélas, non, ils ont été détruits juste après le tournage. Alors, on ne sait pas trop pour quelles raisons. Alors, il faut savoir que pendant le tournage, Samuel Bronston, le producteur, avait des invités illustres. Alors, il y avait toute la hiérarchie franquiste, mais il y a plein de stars, plein d'hommes politiques qui venaient des quatre coins du monde pour voir ça en vrai, parce que tout le monde en parlait, quoi. Ce forum romain reconstruit grandeur nature. En vraie pierre. Mais voilà, le désastre financier du film a fait qu'à mon avis, Samuel Bronston, auquel on a tout enlevé, qui a tout perdu, ne voulait pas qu'une autre production profite de ces décors. Puis il y avait aussi un problème d'entretien.
qui aurait pu entretenir en fait un tel décor, quoi. Et il y avait aussi, je crois, un problème d'assurance, d'après ce qu'a dit le fils de Samuel Bronston dans un bonus DVD. Il a dit que c'était, enfin, que son père lui avait dit que c'était un problème d'assurance. Voilà. Mais voilà, quel dommage, quel dommage. Ah, parce qu'ils ont bien, enfin, ils ont gardé les trésors de Western Spaghetti à Almeria, allez, des westerns de Sergio Leone. Voilà, donc pourquoi pas voilà. Ah ouais. Il y a eu des documentaires qui ont été faits. Il y a eu un film quand même, un film, une comédie qui s'appelle Le Forum en folie avec Buster Keaton. Ouais, qui a été mais alors tourné. Alors déjà, c'était à moitié démoli, mais donc il restait encore quelques trucs et donc Le Forum en folie a été tourné sur place. Mais c'est le seul autre film. À part des documentaires, mais des documentaires historiques d'Encyclopédia Britannica qui voulaient profiter des décors pour réaliser en fait des films d'études, hein, des films de cours d'école, de cours d'histoire. Voilà. Mais effectivement, mais c'est triste, c'est frustrant. Donc voilà, la dernière chance pour les voir, c'est de voir le film. Voilà, heureusement qu'il est là. Avant de venir, j'ai revu une interview de Claude Azizat, le grand spécialiste de l'Antiquité, quand il a sorti son dictionnaire Péplum, là, chez Vendémiaire. Pour lui, c'est le plus grand péplum historique dans l'histoire du cinéma. Donc c'est la chute de l'Empire romain, et le plus grand péplum côté mythologique, c'est Jason et les Argonautes, du Britannique Donald Chaffee, 1966 de mémoire. Et la deuxième petite chose que je voulais dire, moi je bosse, ouais, 64 je crois. Enfin, Jason et les Argonautes, il faudrait vérifier. Et deuxième petite chose, donc moi je bosse beaucoup sur le nouvel Hollywood, donc 67-80, donc avec le lauréat, avec Bonnie and Clyde, toute cette mouvance-là. Et le grand spécialiste en France, c'est Jean-Baptiste Auré, qui a beaucoup travaillé, un des grands critiques et historiens du cinéma. Et lui, il explique en fait la désaffection pour ces films-là, que ce soit Cléopâtre ou la chute de l'Empire romain. Il explique ça en disant qu'il y a un déphasage énorme dans la société américaine de l'époque entre une certaine jeunesse qui a des aspirations beaucoup plus politiques, sociétales, avec la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques, les discriminations dans le pays, et ils se reconnaissent plus du tout dans ces films-là, donc ils vont plus les voir. Que ce soit Cléopâtre ou ces films-là, ou Qui a peur de Virginia Woolf, c'est-à-dire le côté à la fois théâtral, autorisant. Et en fait, ce qu'ils veulent voir, c'est ce qui va se passer à partir de 66-67, avec justement Bonnie and Clyde, avec le lauréat, avec 5 pièces faciles de Bob Rafelson, avec Jack Nicholson. En fait, tous ces films-là qui sont beaucoup plus complexes, avec une certaine confusion au niveau des valeurs, le bien, le mal, où tout se mélange, ces zones grises. Et donc, c'est le cinéma de Scorsese, de Friedkin, enfin tout ce qui va venir. Et en fait, voilà, c'est la grande thèse de Jean-Baptiste Auré, qui est la grande référence en France sur les années 70. Oui, je ne suis pas totalement d'accord parce que Cléopâtre a été un succès, un énorme succès. C'était le numéro 1 box-office mondial quand même. Oui, mais parce que ça avait coûté 44 millions de dollars. C'était impossible de rentabiliser cette affaire-là. Déjà qu'ils soient arrivés péniblement à équilibrer les comptes, c'est un exploit. Non, alors que parce que y a des messages contemporains. C'est la lutte pour les droits civiques. Il y a de ça dans la chute de l'Empire romain. Il y a plein de messages politiques. Hein. On était sous Kennedy à l'époque. Hein. Ça a été tourné en 1963. Donc, il faut savoir que ça suivait la chute, qu'est-ce que je raconte? La crise des missiles. Non, l'assassinat de Kennedy, c'est après. C'est après le tournage du film. Certains, d'ailleurs, ont fait un lien, mais non, c'était juste après la sortie, donc on ne pouvait pas le savoir. Donc, on était sous l'ère de New Frontier de Kennedy, mais qui était encore un rêve. Mais le rêve de Kennedy, c'est un peu le rêve de Marc Aurèle et de Timonides, son disciple. Sauf qu'il y a eu entre-temps, 1962, c'est la crise des missiles. On n'était pas loin de la guerre nucléaire totale, et de la vitrification de la planète. Il a fallu une négociation la dernière négociation, et aussi même l'intervention du pape, dont l'allocution a été imprimée à la une de la Pravda. C'est incroyable, mais même la Pravda, en fait, Jean 23, voilà, qui appelait à la paix, à la réconciliation, etc. Appel à la paix, à la réconciliation et à la coexistence pacifique, qui est au centre du film. La Pax Romana, c'est aussi la Pax Americana. Et d'ailleurs, il y a même, après le film, il y a eu une exposition universelle à New York, et ils ont ramené la main géante, qui est extraordinaire, la main géante d'où sort Commode, qui se croit comme un dieu.
et le nouveau Dieu, et à l'égal des dieux. Et bah, cette main a été ramenée à l'exposition universelle de New York, où justement, bah, c'est la Pax Americana, c'est-à-dire que Rome, enfin, la Rome de Marc Aurèle, c'est la Rome telle que c'est l'Amérique telle qu'elle se rêve. Hein, c'est-à-dire que la Pax Americana, il y a tous les gens du monde entier en fait qui adhèrent à son idée, mais c'est une belle idée, à savoir de tolérance, d'égalité entre les peuples, d'intégration, d'assimilation, de soft power aussi, parce qu'il s'agit de vendre des produits. Hein, Timothée dans le film, il dit donnons-leur des terres, hein, donnons-leur de quoi les cultiver, et ils vont devenir romains grâce à ça, et en plus ils vont nous nourrir, ils vont nourrir Rome. Donc c'est pas juste une belle idée, c'est aussi du pragmatisme. Enfin, il y a des tas de prolongements avec la décolonisation, mais même par rapport à notre époque actuelle, hein, il y a plein d'enseignements à tirer. Hein, la fin d'une civilisation, on dit souvent que l'Occident n'en finit pas de décliner, n'en finit pas de finir. On ne sait pas où on en est, si c'est le début de la fin ou le milieu, ou la fin du fin, je ne sais pas, mais bon bref, ça interroge tout le monde. Voilà. Donc, mais c'est avant tout un spectacle. Voilà. Alors Gaël, j'aimerais bien que tu me répondes quelque chose d'assez crucial pour moi. Vraiment, non mais c'est sérieux du coup. Ça paraît bizarre, mais c'est sérieux. Non, c'est une question importante parce que on pourrait appeler ça ce soir la chute du péplum, enfin la chute du mythe péplum cinématographique. Et je voulais te demander deux choses. Est-ce que, dans un premier temps, le refus d'une certaine catégorie d'acteurs, athlètes, acteurs qui avaient donc exactement comment ça s'appelle, la face idéale pour pouvoir jouer ces rôles, les producteurs étaient à l'affût de tout ça, mais à la fois, est-ce que le refus d'une certaine partie d'acteurs, comme Charlton Heston, tu viens de le dire, Steve Reeves qui ne voulait pas se cantonner dans la gladiature, ou le côté Hercule, est-ce que ça n'a pas ça n'a pas créé une accélération dans la chute du péplum? Et deuxième question qui en découle, est-ce que l'avènement du western spaghetti de 65-66 avec Lee Van Cleef, Clint Eastwood, et tu les connais tous, hein, est-ce que l'un n'est pas mort pour faire naître plus rapidement l'autre? Voilà, deux questions. Hein. Et après, il y aura la question à Al. Oui, alors par rapport au western spaghetti, ça c'est clair pour le péplum italien, mais il ne faut pas confondre. Il y a le péplum américain, les superproductions, telles que la chute de l'Empire romain, et le péplum italien, qui était des séries B, des séries Z, de très petit budget. Et sur la fin, d'ailleurs, j'appelle ça des péplums ras de la jupette, parce que c'était que des stock shots, c'est-à-dire les batailles, c'était pas pour le film, c'était des emprunts à des films anciens, plus anciens. Ils recyclaient tous les décors, les costumes. Il n'y avait plus de scénario. Enfin, c'était vraiment la fin du fin. Et comme Sergio Leone avait fait pour une poignée de dollars, qui avait été un succès complètement surprise, hein, parce qu'il était sorti dans un cinéma de quartier, personne ne s'y attendait, ni même les producteurs, ni Sergio Leone, ni des acteurs. Hein. Clint Eastwood, il pensait retourner aux États-Unis, faire sa série Rawhide, ou je ne sais pas comment ça s'appelait. Et succès surprise, il y a aussi le succès de James Bond. Il y a eu des tas. Donc les Italiens, ils adorent faire c'est de l'art de faire quelque chose avec des restes. Hein. C'est très bons cuisiniers, les Italiens. Donc ils ont arrêté le péplum. En 1966, il n'y avait plus aucun péplum qui s'est tourné. Par contre, c'est les western spaghetti et c'est les films d'espionnage à la 007 qui l'ont remplacé. Pour le péplum américain, non, c'est vraiment le désastre financier. Mais tu me parlais d'acteurs, mais il y en a un autre qui a refusé. C'est Kirk Douglas. Kirk Douglas a refusé, alors qu'on lui proposait 1,5 million de dollars de cachet. Il a regretté d'ailleurs, hein, quelques années après. Je dis, mais merde, qu'est-ce que j'aurais pu m'acheter avec tout ça? Bon, il y a eu des as financiers du film qui a dû lui dire, bon, heureusement, mais lui, pareil, comme Charlton Heston, il n'aurait pas tourné le rôle tel qu'il était là. Il l'aurait fait changer. Hein. Et il faut savoir que Stephen Boyd était payé 500 000, lui. Hein. Sophia Loren, 1 million. Stephen Boyd, le héros masculin, qu'on voit beaucoup plus souvent, 500 000. C'est un péplum féministe. Pour une fois. Vous êtes vengés. Ah, est-ce que c'était mérité? Je ne sais pas. Hein.
Bonsoir. Alors, vous le savez, enfin, si vous étiez là des soirées précédentes, que personnellement, je ne suis pas de l'avis de notre ami, comment tu t'appelles, Gaël, parce que, bon, bah, pour tout un tas de raisons, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu débattre, parce que j'avais déjà prévu tout un tas d'arguments, mais non, finalement, j'ai préféré ne pas les sortir. Mais je pense parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu, ce film, La chute de l'Empire romain. Alors, par rapport à ce que vous a dit Gaël, vous allez peut-être en sortant dire, mais c'est pas possible, mais je suis idiot, c'est pas possible, c'est pas, non, c'est pas ce à qui on s'attendait, hein. Alors, je vais simplement vous donner une phrase de Shakespeare, parce que bon, Alain Marion, ce qu'il dit, c'est des conneries, mais Shakespeare, quand même, c'est pas mal, hein. Je vous dis simplement, ouvre l'oreille à tous, prends l'expression de chacun, mais conserve ton jugement. Voilà. Ah non, non, je soulignais, je disais juste, il n'y a pas qu'une vérité en fait, et un regard sur un film. En fait, c'est bien, ça se complète, c'est parfait. Mais oui, exactement. Merci Nolwenn. Alors Alain, par rapport à Shakespeare, mais il faut savoir que c'est comme ce film est truffé d'acteurs shakespeariens. Hein, j'ai cité Alec Guinness, mais il y a aussi James Mason, Christopher Plummer qui venait de jouer Hamlet et qui avait triomphé sur les planches avec Hamlet. Et ben moi, je défends ce film. Hein, et j'ose même dire que si Shakespeare avait vécu au XXe siècle, il aurait fait du cinéma et il aurait été fier d'avoir écrit et réalisé un film comme La chute de l'Empire romain. Voilà. Et il aurait pris Charlton Heston. Non, pour jouer les vieux, ça. Voilà, parce qu'il y a tout plein de Shakespeare hein, et des tragédies grecques, hein, parce que Sophia Loren, grosso modo, c'est Antigone hein, dans le film. Grosso modo, je dis. Mais je maintiens ce que je dis. C'était les intentions d'Anthony Mann. Hein. Je vous conseille d'acheter un merveilleux DVD Blu-ray livret qui est paru cette année, donc de la chute de l'Empire romain. Avec, vous allez voir, moi j'ai appris des tas de choses, et notamment des interviews d'Anthony Mann, où effectivement, bah, on voit que ses intentions étaient vraiment sérieuses, pures et profondes. Très très grand réalisateur de western, effectivement, Anthony Mann, avec James Stewart notamment. L'Homme de l'Ouest, c'est avec Gary Cooper, mais effectivement, il est surtout connu pour ses westerns aux États-Unis et son sens de l'espace, son sens du cadre, qu'on verra là, ici, à son summum. Oui, Alain, à son summum. Voilà. Merci, Cathy. Merci à vous. C'est vraiment